Avant de débuter cette vidéo, je voudrais vous remercier pour vos très nombreux retours positifs suite à la chronique de la semaine dernière. Vous avez été des milliers à télécharger notre application, des centaines à vous abonner à notre site ou même à faire des dons. Compte tenu de l'extrême précarité de notre situation, qui est évidemment liée au fait qu'on a choisi de rester indépendant, votre soutien est extrêmement précieux et va nous permettre de tenir une année de plus et de lancer de nouveaux projets. Au nom de toute l'équipe des Lucides, vraiment, merci. Je peux dire quel est mon espoir, en fait, au terme de cet exposé sur des choses catastrophiques et menaçantes. C'est que quand même, là, on sent bien que la France et d'autres pays souffrent d'un malaise démocratique, d'une crise de la démocratie, d'une disparition du débat, d'un vide de sens. J'ai évoqué la forte probabilité que les classes dirigeantes soient en train de chercher dans l'aventure et dans la guerre, ou une parodie de guerre, une solution à leurs doutes. Mais en fait, on peut aussi imaginer que confrontés au retour de la vraie histoire, de problèmes urgents, graves, associant, après les pénuries de médicaments, déficit industriel, la question de la paix ou de la guerre redevienne un moment fondateur du débat et d'un retour de la démocratie en France. Parce qu'il est probable que les prochaines présidentielles, peut-être, certains, je ne sais pas, se feront sur le thème de la paix ou de la guerre. En fait, quand j'ai été justement, après ma carrière de trading, pour essayer de comprendre ce que c'était l'économie, ce que j'ai trouvé de bien, c'est de m'ouvrir justement à d'autres pensées que celles que j'ai reçues à l'école ou que celles que j'ai reçues de mes parents, qui est plutôt soit culturelle ou religieuse. Et donc, petit à petit, je me suis ouvert à ce qu'on appelle la pensée scolastique, c'est-à-dire c'est des théologiens, philosophes, économistes du Moyen Âge, comme Thomas d'Aquin. Et c'est des gens, en fait, qui m'ont fait comprendre, on en a parlé tout à l'heure, par exemple, encore plus, pourquoi l'usure était mauvaise. C'est-à-dire, ce que j'appelle l'usure, c'est une économie qui repose sur la dette avec intérêt. Et l'angle qu'a attaqué, qui a été utilisé justement par Thomas d'Aquin, par exemple, c'est de dire que la finance n'est rien d'autre que le commerce du temps. Et ça, j'ai trouvé ça très, très fort, parce que quand j'étais à l'école, le peu de finance que j'ai fait à l'école ou la finance que j'ai fait dans les salles de marché, c'est l'exponentielle moins RT, l'exponentielle RT, c'est-à-dire que on actualise constamment de la monnaie et qu'on ramène les dividendes à aujourd'hui, on ramène un flux à dans 5 ans, etc. Donc on fait traverser les flux dans le temps et il y a un coût. Voilà, et un coût à chaque fois. Et en fait, je me suis dit, mais comment il a pu voir ça à l'époque, au Moyen-Âge? C'est-à-dire qu'il a dit que c'est le commerce du temps. Et petit à petit, bon, il allait un peu plus loin. Il y en a d'autres aussi, hein. Il y a Doxer, Schobam, etc. Toute la clique de cette époque-là, qui est reprise dans un livre que je conseille à tout le monde. C'est un livre de Jacques Le Goff. Alors, normalement, à l'époque, quand on voulait voler des gens, on leur disait la bourse ou la vie. C'est-à-dire, soit tu nous donnes ta bourse, ton argent, ou soit on te prend la vie. Là, Jacques Le Goff a appelé son livre « La bourse et la vie ». Et je pense que c'est l'époque dans laquelle on vit. Et donc, la bourse et la vie, de quoi il parle? Il parle justement de tous ces scolastiques, de toute cette pensée qui a justement essayé de comprendre cet interdit qui est celui de la dette avec intérêt, quoi. Pourquoi une économie qui repose que sur la dette avec intérêt? Pourquoi c'est une économie qui, justement, est mauvaise? Et ce que je pense qui est très peu connu des gens et de tout le monde, c'est que cette histoire de commerce du temps, du vol du temps, et que notre temps est précieux. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'inflation, taux d'intérêt, etc. On s'embrouille tout. À la fin, il faut revenir à notre temps de vie. Est-ce qu'on est libre de notre temps, de faire ce qu'on veut de notre temps? Je dis pas qu'on doit jamais travailler. Au contraire, on doit travailler, mais on doit avoir du temps de côté. Et par exemple, là, si on veut repousser la retraite à 65, 67 ans,
Et si on met, j'ai vu à peu près en moyenne des primo-accédants, ils le sont vers 35-40 ans. Et si plus tard, on va emprunter sur 30 ans, mais c'est quoi en fait la vie en fait? Bon, j'ai l'impression qu'on est comme ce petit hamster qui tourne dans le vide sans justement s'arrêter et essayer de comprendre la vie via ce prisme qui est celui du temps. C'est une chose que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps par des ethnologues. Je ne sais même plus où j'ai trouvé ça. Mais c'est de l'ethnologie, en fait. Tout le monde devrait savoir que la civilisation est née le jour où quelqu'un a trouvé un os réparé. Le jour où un humain, enfin, un sapiens de l'époque, s'est dit je vais pas te laisser là parce que tu t'es pété la jambe. Je vais te porter et je vais réparer ton os. Ce jour-là est née la civilisation parce qu'un humain a dit je vais en aider un autre et pas le laisser là. Aujourd'hui, on a besoin de réparer plein d'os de plein de gens. Et les gens qui sont prévus pour les 10-15 ans qui viennent, si on ne fait rien, vont pas réparer des os. Ils vont les fracasser. Et je pense vraiment que tout le monde devrait savoir que la civilisation est née parce qu'un humain en a aidé un autre. C'est un marqueur, c'est un point de départ. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Je pense que c'est la lecture d'un texte d'Ivan Illich qui s'appelle « Le travail fantôme » et qui raconte l'histoire de Nébrija. Vous connaissez, Olivier, l'histoire de Nébrija? Allez, c'est extraordinaire. En 1492, vous savez, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Tout le monde le sait. Mais en 1492, il y a quelqu'un qui s'appelle Nébrija et qui offre à la reine d'Espagne, à la reine de Castille, Isabelle de Castille, qui lui offre en quelque sorte le complément de l'épée. Pour vaincre l'Empire et soumettre les sujets, il ne faut pas simplement envoyer l'armée à l'extérieur, il faut aussi obliger à l'intérieur du pays d'en finir avec les langues vernaculaires, les langues populaires parlées, et leur imposer une seule langue, la langue le castillan. Et je n'ai pas le temps d'en parler, mais j'en parle dans la préface de la version de poche de mon dernier bouquin, si vous voulez. Je me suis dit, ça c'est quelque chose que tout le monde devrait connaître. C'est-à-dire que la langue est l'équivalent de l'épée pour soumettre les peuples. Et à partir du moment où le pouvoir nous oblige à parler la même langue, à partir de ce moment-là, c'est comme s'il envoyait, vous voyez, comme Darmanin, tous ces Robocop possibles et inimaginables pour tenir chaque Français. Donc aujourd'hui, nous parlons la langue algorithmique, voire, n'est-ce pas, dans le domaine de la recherche et dans le domaine du commerce, l'anglo-américain, ce qui est une catastrophe d'ailleurs pour l'anglais, comme le rappelle le poète Edward Glissant, le jour où l'anglo-américain sera la langue universelle, la langue anglaise aura perdu justement de ses obscurités, aura perdu justement de ses potentiels de création. Eh bien, je crois que c'est ça. Il faut lire ce texte d'Ivan Illich, que tout le monde devrait connaître. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un expert, si j'ose dire, un conseiller de la reine, lui dire « Vous voulez soumettre votre peuple ? C'est pas la peine d'envoyer l'armée, comme vous l'avez fait, n'est-ce pas les Portugais, les Espagnols l'ont fait en Amérique du Sud, c'est pas la peine. Il faut que vous leur imposiez une même manière de parler la même langue. » Et c'est très important, parce que c'est exactement ce qui s'est produit, par exemple, dans la construction de l'identité nationale, puisqu'en France, mes ancêtres en Provence, ils n'avaient pas le droit de parler provençal. Et dans les écoles, il y avait marqué « Il est interdit de cracher par terre et de parler patois ». La langue est le moyen par lequel on asservit les peuples, et la langue doit être le moyen par lequel ils s'en émancipent. Cette question de l'émergence d'un nouvel ordre international, on peut l'appeler une désoccidentalisation du monde, enfin, on peut trouver des... Mais c'est quelque chose, en particulier en France, dont on a très peu conscience. Le fait que l'hégémonie de l'Europe et du cadre atlantique, c'est-à-dire grosso modo entre la relation entre les États-Unis et l'Europe, qui a été structurante, puis dominante pour l'histoire mondiale du XVIIIe siècle au début du XXIe, que cette structuration
est en train d'éclater. Et non seulement on a un transfert en termes de pôle de croissance vers l'Asie, ça s'est fait il y a déjà une vingtaine d'années, grosso modo, on parle beaucoup de la Chine, mais il faudrait regarder la croissance de l'Inde, il faudrait regarder la croissance de l'Indonésie, il faudrait regarder la croissance des pays Malaisie, Singapour, bon, etc. Donc non seulement on a ça, mais aujourd'hui, on commence à avoir la structuration géopolitique de cette réalité. Or, on prend la presse française, on prend même la presse européenne. Ça devrait être l'une des questions majeures discutées dans la presse. Si la presse faisait réellement son travail, on serait à dire et à alimenter un débat, quelle doit être notre réaction à nous, Européens, qui allons nous retrouver à la périphérie d'un monde après en avoir été le centre. Est-ce que nous pouvons encore inverser ce mouvement? Je n'y crois pas, mais il y a des gens qui peuvent très bien tenir ce discours. Est-ce qu'on peut le modérer? Est-ce qu'on peut arriver à des accommodements raisonnables avec ce changement? Et quelles en seront les conséquences? Bon. Mais non, on continue de raisonner comme si on était toujours le centre du monde. Nous ne le sommes plus. Et ça me semble être un changement absolument majeur. Alors, on peut déjà dire, oui, il était en gestation, par exemple, dans la réunion des non-alliés en 1955 à Bandung. Oui. Mais aujourd'hui, en fait, quel est le premier pays économique au monde? La Chine. Quel est le troisième pays économique au monde? L'Inde. Quel est le quatrième ou le cinquième? La Russie. Donc, oui, il y a un changement géopolitique et économique majeur qui se fait, et il serait grand temps que l'on ouvre les yeux dessus. C'est une très belle question qui intéresse beaucoup le philosophe, parce que, je vous l'ai dit, le philosophe travaille sur ce qui n'est pas connu et qui constitue les rouages du monde dans lequel nous sommes et qui porte à la connaissance des autres. Donc c'est le cœur du positionnement dans lequel je suis. Je pense qu'il y a des choses que les hommes ne veulent pas savoir parce que ils ont une passion de ne pas voir et de ne pas savoir. Les hommes, les humains, ils ont une passion de ne pas voir et de ne pas savoir. Parce qu'ils sont travaillés par le côté pulsionnel qui leur monte aux yeux et qui leur fait voir le monde autrement que ce qu'il est. Donc ils voient en fonction de leur passion et leur pulsion. Et ils ne voient plus le monde tel qu'il s'offre à eux. Il y a des régimes qui se sont construits sur cette passion de ne pas voir et de ne pas savoir. Le nazisme s'est construit sur la passion de ne pas savoir qu'il a une commune humanité. Et il ne voulait pas voir ça. Il y avait des hommes et des sous-hommes pour le nazisme. Dieu merci, le nazisme s'est fracassé sur la réalité. Le stalinisme s'est construit sur l'idée que l'individu n'existe pas, il n'y a que le collectif. Le communisme s'est fracassé sur le retour de l'individu qui a continué à se manifester, à exister. Le néolibéralisme fonctionne sur la passion de ne pas voir ou de ne vouloir voir que ce qui est pulsionnel et passionnel. Et donc, parce que ça l'arrange, puisqu'il sert tous les produits manufacturés pour combler les passions et les appétences. Donc, j'attends que le néolibéralisme se fracasse sur ce qu'il ne veut pas voir. Ce qu'il ne veut pas voir, c'est l'idée qu'il existe une culture humaine sous des formes multiples et diverses, y compris des diverses civilisations, qui insistent
quels que soient les assauts qu'elle subit, et en ce moment elle subit beaucoup d'assauts. Alors ça peut être, ce qui insiste, ça peut être la peinture, la littérature, la philosophie, les façons de voir dans le cinéma, le théâtre, toutes ces grandes cultures dont l'humanité est de plus en plus privée maintenant. On n'est plus. On va voir au cinéma des films de super-héros. On va plus au théâtre. On n'écoute plus de musique, sauf si c'est une musique fusionnelle, mais si c'est une musique, y compris dissonante, parce que moi j'aime la musique contemporaine aussi, dissonante, mais elle dissonne pas n'importe comment. Or, je pense que tout cela continue d'insister. Je pense qu'il y a encore peut-être quelque chose que le néolibéralisme qui ne fonctionne que sur le pulsionnel se fracasse sur l'idée qu'il existe encore dans le monde des cultures. Ah ben alors là, je peux vous répondre. C'est le dérèglement climatique. Vous avez dû remarquer qu'au fil de l'entretien, c'est revenu très souvent dans mes réponses. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup de Français, ou de Français, enfin, parce qu'on est en France, mais d'êtres humains, de terriens, qui savent vraiment qu'on n'est pas du tout face à un anthropocène qui désigne les activités humaines comme responsables du dérèglement climatique, du chaos climatique auquel nous sommes confrontés, mais que c'est un capitalocène. Et donc, nous ne devons pas nous tromper de colère et de vocabulaire. C'est bien le système, ce n'est pas la fin du monde qui est au rendez-vous, c'est la fin du capitalisme. Moi, je serais tenté de vous dire quelque chose qui est un peu dans une zone grise, mais qui est le site Science Hub, qui change d'hébergeur de pays quasiment tous les jours, qui a un petit corbeau comme ça, et qui en fait vous propose de juste accéder à la recherche et aux productions scientifiques de manière libre et gratuite. Je trouve que c'est encore un des vestiges d'une certaine époque de l'Internet, et qu'aujourd'hui c'est, je trouve, assez dramatique qu'on peut pas lire en fait la production scientifique sans payer. Et que c'est produit par des fonctionnaires comme moi qui travaillons avec de l'argent public et que parfois nous-mêmes pour accéder à notre propre article on est obligé de payer. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont devenues dommageables aussi parce que à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans l'actualité ou même un fait divers, etc. Moi qui suis sociologue en tout cas, j'ai le réflexe d'aller voir qu'est-ce que les collègues ont fait là-dessus. Avant de savoir quoi en penser. Et souvent, c'est bien plus abordable et lisible que ce qu'on croit. On peut très vite, en fait, c'est comme quand on se met à écouter un nouveau style de musique, on se fait vite une oreille, et ben là, on se fait vite un œil de lecteur et de compréhension. Donc, ouais, je serais tenté de dire ça, en continuant d'affirmer qu'il faut que le savoir, il circule. Et que nous, en tout cas, c'est notre rôle de le produire. Après, ça serait bien qu'on permette de le faire circuler. Voilà, il y a ça qui est là. Et puis, il y a des chaînes qui sont en libre accès, où on voit des vidéos, où les gens parlent, et c'est très bien aussi. Mais qu'il faut essayer de continuer ça, parce que sinon, on a vraiment... Moi, je suis tout le temps en train d'observer l'homogénéisation des points de vue, le fait que les gens entendent toujours le même son de cloche, qu'on n'a pas vraiment une véritable démocratie par le bas, parce qu'on fréquente des gens qui se ressemblent tout le temps, qui ont les mêmes avis. Mais c'est aussi parce que c'est très difficile parfois d'avoir accès à des productions qui essayent de comprendre. Et ça, je trouve que c'est un site, je sais pas du tout qui est derrière, je sais pas d'intérêt là-dedans, je vous rassure, mais voilà, je trouve ça très bien, moi je l'ai beaucoup utilisé. Alors j'ai envie de dire, quitte à répondre un peu à côté, la curiosité. On dit que la curiosité est un vilain défaut. Et j'ai tendance à croire que c'est une belle qualité, au contraire. Il y a un entretien de Jacques Brel avec Jacques Chancel qui s'appelle, c'est dans son émission Radioscopie, qui date de 1974, je crois, où il dit, voilà, moi, tous les matins, je me dis, tu ne fais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu n'apprends pas assez de choses. Alors il faut se bouger. Il faut aller voir, il faut être scolaire, il faut accepter de dire, moi, je ne sais pas. Voilà. Et je pense que la curiosité, l'envie d'aller vers autre chose, d'aller vers la différence,
de se dire qu'effectivement, on n'apprend jamais assez, ça me paraît presque une éthique. Alors, quand j'écrivais ce livre des informations économiques, je suis tombée sur des documents de recherche que l'OTAN a menés avec des grandes universités américaines pour quelle est la guerre du futur, en fait, à propos de la guerre du futur. Et il est établi que la guerre du futur, qui est déjà aujourd'hui mise en place, c'est la guerre cognitive, c'est-à-dire la guerre pour nos cerveaux. Donc l'OTAN explique comment eux, ils s'attendent à ce que la Chine et la Russie et leurs ennemis en général utilisent la guerre cognitive, c'est-à-dire la manipulation sur les réseaux sociaux de l'esprit des internautes, à laquelle bien sûr l'OTAN compte répondre avec les mêmes armes. Et on comprend beaucoup mieux ces techniques finalement. C'est-à-dire que la guerre finalement, ça va être la guerre de l'opinion, la guerre de l'information. Quelque chose qui est finalement vieille comme le monde, mais qui va beaucoup plus se développer à l'ère digitale. Et donc il faut qu'on soit conscient de ça. Quand on voit des comptes avec beaucoup de gens qui participent, d'où vient ce compte, qui le tient, est-ce que c'est des trolls, est-ce que c'est des personnes réelles? Si on se laisse complètement avoir par l'illusion digitale, on peut se faire totalement manipuler dans tous les sens. Il n'y a pas un sens plus que l'autre, dans tous les sens. Parce que le digital se prête à ce type de guerre cognitive. Nos cerveaux, à travers l'étude des neurosciences, ont une disposition à croire à certains concepts, etc. Les connaissances en neurosciences peuvent être utilisées pour manipuler nos cerveaux. Et nos cerveaux sont l'enjeu du futur, finalement. Parce que ce que l'opinion publique mondiale croit, c'est ce qui va être le projet le plus soutenu. Et des guerres peuvent être menées comme ça, justifiées comme ça, des conquêtes, des injustices, toutes sortes d'horreurs peuvent être commises comme ça. Donc, nos cerveaux, on doit les protéger avec un esprit critique qu'on doit cultiver avec une diversité maximale de sources d'informations. Tant que ça c'est possible, il y a de l'espoir et on pourra chacun forger notre opinion de citoyen de manière relativement indépendante. Alors, ce que j'ai en tête là, c'est quelque chose d'assez ponctuel, mais que je trouve assez frappant. Dans les dernières statistiques énergétiques de la Chine, vous avez deux chiffres absolument ahurissants. La masse de carburant synthétique, donc fabriqué à partir du charbon. 35 millions de tonnes d'essence produite par procédé Fischer-Tropsch ou hydrogénation, plus 80 millions de tonnes de méthanol. C'est un autre constituant qu'on tire du charbon. Donc vous avez 120 millions de tonnes d'essence en fait qui sont produites à partir du charbon en Chine. Pour donner un titre d'exemple, la France, si je me souviens bien, consomme 40 millions de tonnes d'essence. C'est 1/6 des carburants chinois qui donc tirés du charbon qu'on met dans les voitures. À cela s'ajoutent les voitures électriques. Les voitures électriques, en France, en Europe, aux États-Unis, on en parle comme d'une technologie de décarbonation de l'économie. Bon. Ce qui est évidemment faux. Et on voit bien avec le cas de la Chine. Il faut savoir que la moitié des voitures électriques en ce moment roulent en Chine. Et en Chine, l'électricité elle est produite à 80% à partir du charbon. Donc en fait, il y a de plus en plus, je trouve ça assez intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de mobilité qui était plutôt pétrole, qui bascule vers le charbon. Depuis, et ça c'est très récent, l'explosion des carburants synthétiques en Chine, on parle de 2000, c'est la suite en fait du renchérissement du pétrole en 2008, des investissements ont lieu après, donc on parle de 2016-2017. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup surpris en regardant les statistiques énergétiques chinoises, et ça permet je trouve de comprendre différemment la question de la voiture électrique, voir que c'est d'abord une technologie de souveraineté énergétique pour la Chine. Récemment, l'Union européenne a voté la fin du moteur thermique en 2035. Ça a été présenté comme une grande avancée pour la cause climatique. Et là, on voit aussi que c'est un problème d'erreur de compréhension parce que la voiture électrique, ok, vous avez un moteur qui émet pas de CO2, mais il n'empêche que la production de la voiture électrique, elle est encore faite avec de l'acier. L'acier, ça dépend du charbon. La route, si vous avez des voitures électriques, vous avez besoin de maintenir la route. Donc, vous avez besoin de flux de ciment majeurs. Et donc, une bonne partie du ciment sert à maintenir les routes. Ça, il faut savoir, même si on construit pas de nouvelles routes, les routes sont tout le temps en train de consommer des matières premières, beaucoup de ciment, donc beaucoup de CO2. Donc je trouve que c'est un bon indice du fait, quand on promeut la voiture électrique, qu'en fait on n'a pas du tout envie de résoudre la question du changement climatique. Alors là, je vais prendre un exemple un petit peu égocentré tiré de mes propres travaux.
sur l'efficacité de l'argumentation, donc c'est quelque chose dont nous avons discuté. Donc quand on donne à des participants des petites tâches de raisonnement, des tâches de raisonnement un petit peu trompeuses, en fait, la plupart des gens donc, se donnent la mauvaise réponse, les tâches sont faites pour ça. Mais si on les met en groupe, quasiment tout le monde va donner la bonne réponse. Tout simplement parce que si une personne a la bonne réponse, elle va être capable de convaincre tout le monde. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que si on demande aux gens comme ça, a priori, est-ce que ce serait mieux, pour que les gens donnent la bonne réponse, qu'ils aient le temps de réfléchir longtemps ou qu'ils puissent discuter les uns avec les autres? Quasiment tout le monde, en fait, la majorité des gens vont dire c'est mieux d'avoir le temps de réfléchir longtemps, de prendre son temps. Alors qu'en fait, quand les gens réfléchissent longtemps, ils s'enferment dans leur réponse initiale. Et tout ce qui se passe, c'est qu'ils vont devenir plus confiants dans leur réponse initiale qui est fausse. Alors qu'à l'inverse, quand ils sont en groupe, en fait, et si le groupe est fait de telle manière qu'il y a des gens avec qui ils sont pas d'accord, dans ce cas-là, en fait, tout le monde va arriver à la bonne réponse. Donc là, les gens ont des intuitions vraiment mauvaises sur quelle est la meilleure chose à faire dans ce genre de situation. Alors, quelque chose dont je parle dans le livre Composer un monde en commun, qui sont les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. J'ai un chapitre là-dessus. Donc, c'est un sommet de la musique baroque, absolument magnifique, si tu les connais sans doute, avec des interprétations sublimes comme celle de Glenn Gould en 1955, en 1981, ou celle de Zhu Xiaomai, cette grande pianiste chinoise qui vit à Paris aujourd'hui, ou encore d'un pianiste que j'aime beaucoup, Igor Levit, qui est un militant écolo à Berlin, voilà. Et ce que j'essaie de suggérer, c'est que ces variations Goldberg sont extrêmement paradoxales, parce qu'une variation, normalement, c'est on t'énonce un thème mélodique, et puis on te fait des variations dans lesquelles le plaisir musical, c'est de reconnaître le thème transformé. Donc à la fois, c'est le même et un autre à l'intérieur du thème qu'on te répète au fil de chacune des variations. Et dans les variations Goldberg, alors que Bach connaît évidemment tout ça par cœur, en fait, il n'y a pas de thème. Et donc, quand on écoute la première variation après l'aria, on se dit « Tiens, mais j'ai dû rater quelque chose, parce que je ne reconnais pas l'aria. » Deuxième variation, toujours rien. Troisième variation, toujours rien. Et donc, en fait, au bout de la 30e variation, l'auditeur commence à se dire « Mais soit Bach se moque de moi, soit il avait bu un coup de trop, qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Dans la 30e variation, l'auditeur savant reconnaît un air populaire allemand qui se chantait à Leipzig au début du XVIIIe siècle, qui dit « Ah, vous m'avez attendu bien longtemps, eh bien, me voici. » Et là, on réentend l'aria, dont aucune des variations antérieures n'est la variation. Et donc, la grande question que je pose dans mon livre, et qui mérite vraiment d'être connue de tous, parce que par ailleurs, cette musique est sublime, c'est de quoi les variations Goldberg sont-elles des variations? Réponse dans mon livre. That the greatest evil is the evil we carry within us. It's not external. And that if we're not aware of that evil, we will commit evil in the name of goodness. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Alors, je réclame un joker pour dire deux choses, mais très rapidement. La première chose, on l'a déjà évoqué, ce sont les taux de mortalité infantile. J'aimerais que tout le monde connaisse les taux moyens de mortalité infantile dans l'histoire humaine et les principaux moments où ils ont changé, où ils ont augmenté, où ils ont baissé, et ce qui permettrait de réfléchir aux éléments qui ont rendu cette baisse de la mortalité infantile possible. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est complètement évacué dans notre société, qui met la mort à l'écart, et notamment la mort des enfants encore plus à l'écart parce qu'elle est insupportable. C'est quelque chose avec lequel l'humanité a toujours vécu. Et l'oubli de cet élément, à mon avis, conditionne beaucoup de choses dans notre manière de penser et de sentir le monde. Et la deuxième chose, c'est une personne, c'est Ignaz Philipp Semmelweis, qui est un personnage injustement oublié, auquel je pense souvent quand les féministes accusent la médecine d'être anti-féministe, d'être finalement masculiniste et de les infantiliser, etc. Elles n'ont pas tort en tout, il y a des domaines, bon, on peut en discuter, mais c'est une figure extraordinaire parce que ce médecin qui a milité pour que les médecins se lavent les mains avant de toucher les femmes qui accouchent, donc l'asepsie, a sauvé un nombre incalculable de vies humaines, de vies de femmes, de vies d'enfants.
Et ce faisant, il a contribué à la baisse de la mortalité infantile. Il est mort, méprisé de tous, probablement fou dans un asile de fous, parce que personne à l'époque ne l'avait cru. C'était juste avant Pasteur, c'était juste un petit peu trop tôt. Et pour moi, c'est l'exemple d'un destin tragique. Et il me semble extrêmement injuste qu'on ne le connaisse pas plus et que les féministes ne le connaissent pas du tout. Eh bien, je pense qu'on oublie toujours que la valeur, c'est toujours une construction sociale. Les gens sont persuadés que, par exemple, la valeur a des éléments objectifs qui expliquent que telle chose vaut plus que telle autre, ou que telle personne vaut plus que telle autre personne. Mais en réalité, comme on dit, l'homme est la mesure de toute chose, et ce qui est déterminant dans la valeur, c'est ce que nous, collectivement, nous, société, on décide qui a de la valeur. Je prends un exemple tout bête. On nous dit souvent la valeur, c'est d'un métal, par exemple, c'est la rareté ou alors son utilité. Mais si on prend les choses comme ça, alors pourquoi l'or a-t-il plus de valeur que le platine? L'or est à la fois moins rare, plus abondant que le platine, et en même temps moins utile, puisqu'il ne sert pas beaucoup dans l'industrie, alors que le platine est extrêmement utile. Or, il vaut 2 fois plus quasiment que le platine. Comment c'est possible? C'est parce que nous, société, on donne de la valeur, on crée la valeur de l'or. Un autre exemple, on a appris cette semaine que Kylian Mbappé était payé 6 millions d'euros par mois pour jouer avec le PSG. Le salaire d'une aide-soignante, le salaire brut d'une aide-soignante, c'est 1 700 euros par mois à peu près. Donc ça veut dire que Kylian Mbappé vaut 3 500 fois plus que l'aide-soignante. Tout le monde trouve ça scandaleux et normal. Enfin, comment une personne peut-elle valoir, dans son travail, le travail d'une personne peut valoir 3 500 fois plus qu'une autre? Surtout que finalement, l'aide-soignante, elle soigne des gens, elle sert à sauver des vies, alors que le footballeur, lui, il sert surtout à faire un match. Et donc, il y a une forme de contradiction entre nos valeurs et la valeur. Nos valeurs, qui veut dire sauver la vie d'une personne, il n'y a rien de plus important. Regarder un match de foot, finalement, ça reste un loisir. Mais la valeur, telle qu'elle est exprimée par nos systèmes économiques, c'est que Kylian Mbappé vaut 3 500 fois plus que l'aide-soignante. Et plus fondamentalement, c'est même pas une question d'offre et de demande. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent jouer au foot. Je veux dire, et il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent être aides-soignantes. Donc, on a une crise de recrutement chez les aides-soignantes. Et donc, on se retrouve tous en contradiction et on ne sait pas d'où vient la valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que Kylian Mbappé est payé 3 500 fois plus que l'aide-soignante, ou qu'est-ce qui fait que l'or vaut plus que le platine. Eh bien, et c'est ça le paradoxe, c'est ça que je voudrais expliquer aux gens qui nous regardent, c'est que c'est collectivement, socialement, qu'on a décidé que l'or valait plus que le platine, que Kylian Mbappé valait plus que l'aide-soignante. Et ça, on l'a fait sans que personne ne soit derrière ça, et sans que personne ne comprenne comment le mécanisme il est parvenu. Donc la valeur est toujours socialement produite, mais elle n'est jamais clairement, elle est produite par personne, et elle n'est jamais vraiment assumée par quiconque. Et c'est un paradoxe, on produit une société inhumaine en quelque sorte. On produit collectivement une société dans laquelle certaines choses nous paraissent complètement aberrantes, à tous, alors même que c'est nous qui l'avons produit. Et ça, je pense que ça permet de comprendre que l'économie, c'est d'abord des institutions. C'est jamais des individus qui décident telle ou telle chose. C'est du collectif qui transcende les volontés de chacun. C'est-à-dire que l'addition des volontés de chaque individu n'est jamais le produit de la société. Le produit de la société, il est différent en fait. Il ne correspond pas à ce que les gens veulent vraiment. Et je pense que personne n'est d'accord avec l'idée que Kylian Mbappé soit payé 3 500 fois plus qu'une aide-soignante. Personne n'est d'accord que la valeur du travail de Kylian Mbappé, c'est 3 500 fois plus que la valeur d'une aide-soignante. Et pourtant, c'est ça qui se passe. Et ça, c'est à cause de nous. Il n'y a aucun élément objectif et naturel qui l'explique. C'est que nous qui l'avons décidé. Alors je vais vous surprendre parce que je ne vais pas du tout parler de la question des transclasses, même si ça en a déjà, si ça a un rapport. Je voudrais vous parler du kodo. Le kodo, c'est l'art des fragrances au Japon. C'est l'art d'écouter les fragrances. Et je tiens à en parler parce que moi qui me suis intéressée au passage, j'ai puisé beaucoup de force intellectuelle pour penser le passage à travers justement une réflexion sur les fragrances, qui sont elles-mêmes le prototype du passager, de l'impermanent, de ce qui se diffuse et ce qui finalement
va symboliser le devenir. Et dans mon travail sur la philosophie de l'odorat, ce sens mal aimé, j'ai été amenée à réfléchir sur ce qui pourrait valoriser l'odorat. Et généralement, quand on veut réhabiliter un sens, on le réhabilite par sa forme la plus haute, qui est la forme artistique. Alors le kodo, c'est un art japonais qui consiste à rencontrer des participants qui tous ont partagé l'amour des fragrances, vont se réunir pour respirer des fragrances de bois aromatiques, s'en imprégner, et ensuite les faire circuler en ordre aléatoire et les reconnaître à travers cette nouvelle circulation. Donc c'est un art de la rencontre, un art de la collaboration, un art qui est né à la période, qui a eu son apogée à la période d'Edo, ça va du début du XVIIe siècle jusqu'en 1860, et qui connaît un vif renouveau. Et cet art est splendide parce que ça rassemble des gens qui célèbrent la magnificence de l'impermanence. Et ces fragrances, au départ, quand cet art de respirer les bois aromatiques, ces fragrances, au départ, étaient respirées par des guerriers ou des aristocrates, donc qui méditaient finalement sur le caractère passager, le caractère éphémère de l'existence, mais non pas pour se lamenter sur la finitude du monde, mais plutôt pour en jouir, pour jouir de l'instant. Et en ce sens-là, pour moi, ce kodo, qui veut dire la voix de l'encens, c'est-à-dire ce mouvement de respirer le ko, ce qui est odorant, ce mouvement-là, il est à l'image de l'existence, dans sa fluidité, dans le fait qu'elle est fragile, mais qu'elle a aussi une grande splendeur, parce que ces bois aromatiques, ce sont des bois précieux, en même temps, ils sont conservés comme étant des trésors au Japon, et ces bois s'envolent en fumée. C'est vraiment la métaphore de l'existence, impermanence et magnificence. Le savoir critique est disponible, au sens où, aujourd'hui, vous êtes derrière votre ordinateur, vous pouvez télécharger des rapports d'enquête, tout un ensemble de données étatiques, des rapports d'ONG, souvent très intéressantes. Vous avez tout un ensemble de médias alternatifs, d'enquêtes de fond. Vous pouvez très facilement accéder à la littérature scientifique aujourd'hui. Pour moi, il y a deux termes importants, c'est la visibilité et l'accessibilité. Tout d'abord, la visibilité. Comme je l'expliquais tout à l'heure, importance structurante du capital, il faut avoir du capital derrière soi pour avoir une chaîne de la TNT, pour être capable de produire une parole qui non seulement peut intéresser, mais porte, s'impose aux gens comme un bruit de fond. Donc ça, la visibilité, c'est difficile de casser ce mur. Il y a une deuxième chose, c'est l'accessibilité. Vous aviez reçu dernièrement Daniel Schneiderman, et à un moment, il expliquait qui aurait pu prévoir la guerre en Ukraine, l'agression russe, etc. Et vous lui avez dit, si on s'intéresse à tel géopolitologue, on pouvait le deviner, l'appréhender, puisque ça faisait partie de leurs analyses. Là, c'est une très bonne illustration du principe d'accessibilité. Ce savoir est-il accessible ? Pour savoir ce que disent les géopolitologues, il faut savoir où ils s'expriment, savoir lire les revues de géopolitologues, où s'expriment les géopolitologues, souvent en anglais, savoir reconnaître ceux qui sont compétents, quels sont leurs domaines d'expertise, connaître soi-même, avoir des bases en économie, en géopolitique, pour comprendre ce qu'ils sont en train de raconter. Comment agir sur tout ça, ce qu'on peut faire à un niveau individuel. On est parfois tantôt producteur de contenu, consommateur de contenu, de livres, de threads Twitter, d'articles, de vidéos, etc. Tout confondu, tout média confondu, tout format confondu pour la diffusion du savoir critique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, quand on est producteur de contenu, être accessible, rendre accessible. Et ça, c'est quelque chose que nous, universitaires, on a tendance à ne pas faire parce qu'on n'est pas incité à le faire. Donc, on peut s'enfoncer dans des logomachie, dans des débats de spécialistes, parce que la structure de l'économie de la publication aujourd'hui, en fait, nous y pousse. Mais on peut considérer aussi que c'est notre responsabilité, rendre les choses accessibles. Et du côté du public, ou quand on passe du côté du public, il y a partager le contenu qui présente des grandes qualités pédagogiques, mais il y a aussi travailler justement à se rendre accessibles les choses, travailler des compétences. Je dirais plutôt travailler une compétence. Il faut être aussi un peu privilégié, avoir accès à des études supérieures et ensuite avoir suffisamment de temps libre pour lire, se former. Si on a cette chance, du côté du public, de pouvoir s'économiser un peu de temps à soi et lire, ça peut être très intéressant de travailler à se construire ce type de compétences, pour être capable non seulement de repérer la matière critique intéressante qui circule dans les écosystèmes informationnels, mais aussi réussir à la mobiliser et la construire soi-même
en allant chercher de la littérature grise, en allant comprendre des phénomènes grâce aux compétences qu'ont ces constituants. Moi, alors, comme historien, la réponse que j'ai envie de vous donner à cette question qui n'est pas facile, c'est pas un événement en particulier, mais c'est l'idée que le passé n'est pas aussi misérable qu'on le croit. Je crois que notre époque se caractérise, si on parle du progrès justement, on se pense comme étant la flèche avancée du temps. On se pense comme étant une société égalitaire, émancipée, riche, remplie de bonheur, et on a une tendance à avoir une lecture très misérable du passé. Et d'ailleurs, ça a été construit d'ailleurs comme ça. Et quand le président Macron parle des Amish ou quand on parle du retour au Moyen-Âge, on a une vision très caricaturale, très misérabiliste du mode de vie des sociétés passées. Je pense que les acteurs du passé n'étaient pas misérables, même au Moyen-Âge. Je pense qu'il y avait des communautés paysannes qui vivaient évidemment dans des conditions très dures, dans des conditions complexes, dans des conditions marquées par les contraintes environnementales de tous les côtés. Mais en fait, c'était pas le lot quotidien, c'était pas la norme. Il a existé des sociétés très diverses dans le passé. Il a existé des sociétés sobres qui n'étaient pas des sociétés misérables. Je pense que donc peut-être se retrouver la richesse du passé, se rappeler qu'on peut vivre différemment de la façon dont on vit aujourd'hui, et ces modes de vie différents ne sont pas forcément des vies misérables. Et peut-être que c'est ça dont j'ai envie que les gens se rappellent. J'ai envie que les gens se réapproprient aussi leur histoire, leur passé, à se rappeler qu'encore dans les années 1950, c'est pas si vieux que ça, il y avait des communautés paysannes en France, qui étaient des communautés qui consommaient très peu, et qui n'étaient pas pour autant misérables, pauvres, arriérés, archaïques et barbares. Et je pense que il y avait un grand historien qui s'appelle Edward P. Thompson, qui disait qu'il fallait sauver le passé de l'immense condescendance de la postérité. Et je crois qu'une manière de nous émanciper, c'est de sortir de notre sentiment de supériorité, qui caractérise profondément notre époque. Or, je crois qu'on n'a pas à être fier, et on n'a pas à considérer qu'on est le sommet de l'évolution et qu'on est supérieur à toutes les autres sociétés humaines qui ont vécu dans l'histoire. Peut-être que c'est ça que j'aurais envie de dire, de demander aux gens de se rappeler. Il n'y a pas de démocratie sans souveraineté du peuple. La souveraineté ne se partage ni ne se délègue. Si on la partage ou si on la délègue, elle n'existe plus. Et donc, la démocratie est morte en Europe entre le référendum français de 2005 trahi par Sarkozy et le référendum grec de 2015 trahi par Tsipras. C'est un basculement fondamental que nous avons vécu dans ces 10 années où nous sommes sortis de la démocratie et probablement sortis de l'histoire. Je ferai appel à cette phrase très connue pour le coup de Montesquieu, mais où, à mon avis, son application dans le monde d'aujourd'hui n'est pas suffisamment connue. Montesquieu avait dit « c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Bon, dans un système capitaliste comme le nôtre aujourd'hui, qu'est-ce qui confère du pouvoir? L'argent, le capital. Et pourtant, on vit donc dans l'illusion que nous pouvons avoir des démocraties et en présence de milliardaires. Et ça, je pense qu'il faut être très clair. Il ne peut pas y avoir de démocratie quand il y a des milliardaires. Parce que ces gens ont tellement d'argent, ont tellement de pouvoir, que par la force des choses, ils sont en capacité, ils ont la possibilité de capter le processus électoral, d'acheter la démocratie. Et ils le font comment? On l'a dit, en achetant les médias, donc en contrôlant très largement l'opinion publique, en faisant des opérations de lobbying dans les assemblées, dans les réseaux, en finançant les partis politiques. Donc je crois il faudrait que tout le monde aujourd'hui ait parfaitement conscience que tant qu'il y aura des milliardaires, nous ne pourrons pas être en démocratie. Et c'est pour ça que je suis de plus en plus convaincu. Alors ça mériterait peut-être, ça mérite certainement des développements complémentaires, mais je suis de plus en plus convaincu que la mesure sur laquelle on devrait tous se fédérer, c'est l'idée qu'il faut instaurer un rapport de 1 à 20 dans les revenus. C'est-à-dire que, par exemple, en France, si le revenu minimum, le SMIC, il est à 1 500 €, ça veut dire que le revenu maximum, il est à 30 000 € par mois. On a tous intérêt à se mettre d'accord là-dessus parce qu'on est 99% de la population à gagner moins de 30 000 € par mois. Donc, ça concernerait même pas 1%. Je crois que ce serait 0,5%, peut-être à peine, de gens. Et moi, je pense qu'on devrait vivre dans un monde, effectivement, où, en France en tout cas, le revenu maximum, toutes sources de revenus confondues, en salaire, en dividendes, en revenus immobiliers, peu importe, c'est 30 000 € par mois maximum.
Et je crois que c'est le nœud gordien, c'est la vache dans le couloir, c'est ça en fait qu'on doit revendiquer aujourd'hui. On a tous intérêt à le faire et c'est ce qui nous permettrait de vivre en démocratie. Parce que tant qu'on aura des milliardaires, on ne vivra pas en démocratie, on sera dans une oligarchie. Et je pense que ce lien-là, entre démocratie qui coexisterait avec des milliardaires, il faut absolument expliquer aux gens que ça n'est pas possible. La démocratie qu'on vous raconte, c'est une fable. Quand vous avez des milliardaires, vous vivez nécessairement en oligarchie. Il ne peut pas en être autrement parce que ces personnes-là qui ont du pouvoir sont nécessairement portées à en abuser. Et de fait, on voit bien qu'ils le font. Une réponse un peu paradoxale, parce qu'il s'agit de l'Iliade et l'Odyssée. Peu de choses qui sont aussi connues que cela. Et ce qui me frappe en lisant l'Iliade d'un côté et l'Odyssée de l'autre, c'est qu'on a toujours valorisé l'Iliade par rapport à l'Odyssée. L'Iliade, c'est la baston, c'est la guerre, c'est le combat, c'est Achille qui meurt en héros et en hurlant sous les murs de Troie, bon, qui vit la mort glorieuse, hein, qui le statufie au fond et qui fait de lui un héros éternel. Et l'Odyssée, c'est l'errance d'un type qui est sur son bateau pendant 10 ans, qui essaie de retrouver le chemin de la maison pendant que Pénélope est en train de tisser, de détisser et puis de l'attendre, quoi. Bon. Et au fond, je me suis rendu compte en relisant tout ça que le message d'Homère, enfin, de ce que l'on appelle Homère, peu importe ce qui se cache derrière ce nom-là, c'est une sagesse très très puissante qui nous enseigne que ce qui est important, la véritable épopée au fond, ce n'est pas l'Iliade, c'est l'Odyssée. La véritable puissance, la véritable force, ce n'est pas le jeu des muscles, les rodomontades de guerriers, on va se battre les pectoraux comme des gorilles et monter à l'assaut. Ça, c'est facile au fond, n'importe quel imbécile peut faire ça. La véritable épopée, c'est l'Odyssée, c'est-à-dire le voyage, qui est une métaphore de la vie, hein, du voyage dans le temps. Comment s'inscrire dans la durée en ne devenant pas fou, en ne devenant pas stupide, en ne devenant pas mauvais, en restant un homme intelligent et bon. C'est ça l'épopée. Ça, c'est quand même une sagesse plurimillénaire qui nous vient de la Grèce. Et à mes yeux, c'est le véritable enseignement d'Homère.